Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois de septembre. Voilà, j'ai lu tout ça en septembre, donc je vous en parle tout de suite. Pour commencer, j'ai lu le dernier recueil de nouvelles de Philippe Delerme, pardon, Les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter la terre. Donc c'est paru aux éditions Seuil. Donc c'est un petit recueil de nouvelles, hein, comme il a l'habitude de nous en proposer. Toujours un très bon moment de lecture, je suis jamais déçue avec Philippe Delerme, j'aime sa façon d'écrire, de voir les choses. Et par contre, dans ce recueil, j'ai l'impression d'avoir trouvé autre chose. J'ai l'impression d'avoir le regard d'un homme un petit peu blasé, fatigué par les rapports humains autour de lui, par la vie autour de lui, par voilà un petit peu, oui, un regard blasé, fatigué, mais toujours cette envie de trouver les choses belles, de se raccrocher à des choses positives. Donc c'est assez différent de ce que j'ai eu l'impression de lire jusque-là de lui. Alors je sais pas si c'est vraiment lié à ce recueil-là ou si c'est une tendance vers laquelle il va tendre. Alors du coup je suis très très curieuse de lire ses prochains recueils. Mais vraiment un très bon moment, il y a des nouvelles qui m'ont vraiment touchée, d'autres moins, hein, comme toujours, hein, c'est toujours dans les nouvelles on peut faire un petit peu le tri. Il parle de sujets très très divers et variés comme il le fait toujours. Donc vraiment c'est un chouette recueil de nouvelles. Ensuite, j'ai lu Méfiez-vous des femmes exceptionnelles de Claire Delannoy. C'est aux éditions Albin Michel. Alors là, j'avoue que ce livre a été un petit peu une surprise. Au début, j'ai pas su si j'arrivais si j'aimais ou pas. J'ai eu un peu de mal à accrocher. On suit l'histoire en fait de 5 femmes, mais principalement d'une, Claire, qui vient de perdre son mari Régis. Alors, elle avait une relation très particulière avec son mari parce qu'ils étaient mariés, ils avaient partagé le même appartement. Mais chacun avait sa vie de son côté. Souvent lui était absent, souvent c'était elle. Ils pouvaient voir d'autres personnes de leur côté sans le moindre souci. Donc c'est une relation très particulière. Et là, son mari justement vient de décéder, donc elle va passer du temps avec ses amis. Et chacune y va un petit peu de son analyse de sa vie. Donc l'auteur passe régulièrement la parole aux autres femmes. À Chris, qui est une artiste très égoïste, centrée sur elle-même et mondialement connue. À je me rappelle plus de son prénom, son amie qui est marocaine, femme d'affaires, vraiment sûre d'elle. Voilà, donc elle passe, puis les deux autres, hein, il y en a une qui est prof, mère de famille, qui a la maison familiale et la maison de vacances. Voilà, elle s'est organisée la petite vie rangée, tranquille, dont elle a toujours rêvé. Et la quatrième est architecte, vit en Italie avec une autre architecte. Elles ont adopté une petite fille russe, avec qui ça ne se passe pas toujours très bien. C'est un peu compliqué avec l'âge, enfin, puisque l'enfant grandit, hein, en fait, c'est une ado à présent. Donc elle va passer les unes chez chacune d'elles. Donc chacune va un petit peu donner son avis, va s'exprimer. Xian va également parler de sa vie et au bout du compte, on se rend compte que ce que l'auteur recherche à faire, c'est nous faire nous interroger sur nous-mêmes. Est-ce que nous sommes des Diane? Parce que quand on lit le texte, on est un petit peu triste pour Diane. On se dit mince, elle n'a pas pris sa vie en main, elle n'a pas osé le faire, elle ne l'a pas fait. Mais en fait, est-ce qu'à un moment donné, on l'a laissé, lui a laissé cette possibilité de le faire? Elle a fait un choix d'épouser Régis et les autres, est-ce qu'elle les a vraiment fait elle-même? Est-ce qu'elle les a fait pour elle-même? Et du coup, au fur et à mesure, elle tend à s'affranchir de tout ça, à revivre pour elle-même, mais elle peut pas vraiment l'être non plus dans l'ombre de ses amis. Enfin, c'est tout un mélange de tout ça, et ce qui nous emmène à nous poser des questions sur nous-mêmes. Est-ce que nous sommes Diane? Est-ce que nous sommes quelqu'un d'autre? Ces traits de personnalité, je pense qu'on les a tous en nous, et parfois on pense ressembler à l'un, alors que pas du tout, on ressemble à l'autre. Et c'est tout un jeu un peu de miroir que l'auteur propose au lecteur. Sachant qu'en plus Régis a aidé chacune de ses amies et que sans lui elles ne seraient pas là où elles sont. Ça, Diane le découvre. Et, euh, et du coup, quand nous on l'apprend aussi, on se rend compte que tout est un petit peu biaisé. On se pose après les questions de savoir quelles sont les relations que l'on a avec les gens, quelle confiance on peut donner. C'est vraiment un livre qui est très riche, qui soulève énormément de questions, mais sans être lourd, pénible à lire. C'est-à-dire que toutes ces questions, elles apparaissent au fur et à mesure de la lecture et surtout après. Euh, Quand on a fermé le livre, on se dit ouais, bof, pas convaincu. Et en laissant passer un petit peu de temps, une bonne semaine, on se dit ah ouais, mais en fait si.
En fait, Claire Delannoy, elle est très douée. Je l'aurais pas forcément dit au départ, après avoir fermé le livre, j'étais un peu... Et avec le temps, enfin en laissant le livre décanter, si, c'est vraiment un joli tour de force qu'elle nous propose dans ce roman. Et si vous avez l'occasion de le lire, franchement, lisez-le. À mon avis, vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'ai lu Au bord de la mer violette de Alain Jaubert. C'est aux éditions Folio. C'est un livre tout petit que j'ai mis une bonne semaine à lire. Pourquoi? Parce que ce n'est tout simplement pas il ne se passe rien dans ce livre. Enfin, un petit peu si quand même, mais il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est la rencontre entre Conrad et Arthur. Conrad va s'engager sur un bateau qui part le lendemain. Pour la première fois de sa vie, il va vraiment être engagé sur un navire de commerce. Donc il profite de sa dernière soirée sur le port de Marseille et il rencontre Arthur qui a traversé la moitié du pays, à pied, enfin la moitié de l'Europe même à pied, qui est blessé un petit peu, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie et va s'engager une grande conversation entre les deux hommes sur la vie en mer, sur la mer, sur que faire de sa vie, etc. Donc c'est ce qui va nous être proposé dans la première partie. Et puis les hommes se sépareront à la fin de cette longue conversation. On retrouvera ensuite dans la deuxième partie, Arthur, plusieurs années après, qui est revenu à l'hôpital dans lequel il s'était fait soigner juste après la première rencontre avec Conrad. Et cette fois, il y est, mais il est mal en point, il a perdu une jambe, il souffre, il est dans la douleur. Et là, l'auteur nous raconte un petit peu sa vie, enfin quelques passages de sa vie entrecoupés de ce qu'il vit au présent. Et là, on est dans un style très difficile à lire, on est dans l'inconfort, on n'est pas bien. On ressent ce que le personnage ressent. On est aussi, je pense, dans le style de l'écriture d'Arthur, en fait. Je pense que si on lisait vraiment beaucoup de textes d'Arthur, on retrouverait un petit peu des similitudes avec le vocabulaire et la façon de construire les phrases et le style qu'a employé Alain Jaubert dans cette partie-là. Vraiment, pour moi, ça a été long et fastidieux à lire. J'étais content quand j'ai tourné la dernière partie et que j'ai dit ah, la dernière page et que je me suis dit ah, enfin la troisième partie. Et la troisième partie, on est sur la vie de Conrad et là, on est à nouveau dans un style très léger, très, à mon avis, qui correspond au style aussi de cet auteur. On est dans un style très léger. On a un personnage qui a eu à peu près la même vie, mais qui la finit pas de la même façon en fait. Là, il revient pour non pas parce qu'il est blessé, enfin si, mais dans le cœur. Il revient un peu en pèlerinage sur ces lieux de son passé. Et on nous raconte à nouveau un petit peu sa vie entrecoupée de ce qu'il vit, un petit peu, voilà. C'est, à mon avis, un livre très intéressant pour les fans de Rimbaud et puis de Conrad, parce que ça permet de voir un petit peu comment on peut parler de leur vie sans forcément faire une biographie lourde et fastidieuse. Comment le fait que ces deux hommes se soient croisés ont pu jouer en fait sur leur vie. Par contre, c'est un livre qui est assez laborieux à lire parce que le langage est très soutenu. Il y a énormément de descriptions, il n'y a pas d'action, hein, puisqu'on ne fait que nous rapporter des faits. Euh, on a énormément de vocabulaire marin, quoi. Ça, par contre, ça a pu rebuter certains. J'ai vu quelques critiques, ça a rebuté certains. Après, est-ce qu'on a besoin de savoir que tel type de voile, elle est comme ci, comme ça? Non, on lit les mots. Je pense pour la musique des mots, faut lire, faut imaginer. Les termes marins, enfin, quand il nous décrit, oui, alors il y a tel type, tel type, tel type, tel type de voile dans le port. Bah, moi, ce que ça m'imagine, c'est que j'imagine tout un tas de voiles différentes, des rondes, des carrés, enfin, pas des rondes, mais des carrés, des rectangulaires, des hautes, des petites. Et je pense que c'est le but recherché par l'auteur. Après, Alain Jaubert étant chroniqueur maritime, on n'en attendait pas moins de lui qu'il mette autant de termes marins. Mais après, je pense pas que ça vaille le coup de passer son temps le lire dans le dictionnaire, à moins d'être un mordu de définition, quoi. Mais voilà, c'est quand même un bon moment. Enfin, je suis contente de l'avoir lu. C'est quelque chose de très particulier, ça dépayse complètement, ça nous emporte ailleurs. Là, pour le coup, ça vous coupe du quotidien, ça vous coupe de la vie réelle. Vous êtes immergé dans autre chose, hein, dans un autre monde. Vous ressentez des choses qui ne sont pas les vôtres, mais vous les ressentez vraiment, parce que votre lecture vous emmène vraiment à ressentir. C'est vraiment un très très bel ouvrage littéraire. Franchement, là, il y a un vrai travail d'écriture que je ne peux que saluer. Voilà. Ensuite, j'ai lu Charles de Gaulle l'Insoumis 1940-1945 de Céline Anquet. C'est aux éditions, chez Oscar Éditeur. Voilà. Dans leur collection Histoire et Société. Donc c'est de façon romancée un petit peu la vie de Charles de Gaulle.
enfin quelques événements romancés de où est un comment dire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle a joué un rôle important et on nous raconte les différents, on va dire, grands événements en nous le mettant en scène, en le romançant un petit peu ça. Et on suit également un autre personnage qui est juste un jeune homme de 18 ans qui a décidé de croire en une France libre et qui du coup va s'engager auprès du général de Gaulle. Ce livre est très intéressant parce qu'il nous rappelle aussi que si la France a été libérée, c'est grâce à nos colonies qu'elles nous ont vraiment aidés là-dedans parce que c'est elles qui ont les premières soutenu Charles de Gaulle encore plus que les Anglais et que c'est là-bas en Afrique qu'il a pu établir un plan d'action, qu'il a pu rassembler des hommes, a pu rassembler du matériel militaire et pour pouvoir un jour être aussi fort que atteindre un niveau égal un peu entre guillemets avec les Anglais, avoir suffisamment de poids pour être pris au sérieux et pour pouvoir à nouveau être dans la course, on va dire, pour pouvoir libérer la France aux côtés des Anglais, des Américains. Donc c'est vraiment intéressant que de façon très simple tout ça nous soit rapporté. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'aspect qui m'a vraiment marqué parce que c'est une partie que j'ai l'impression avait été un petit peu occultée de mes livres d'histoire. Ou alors j'ai très mauvaise mémoire, ce qui est aussi possible. Donc, voilà, c'est vraiment très, très bien fait, c'est très simple. Hein, et comme toujours, donc nous avons ensuite des documents, quelques petits récits, on a des images, on a une chronologie. Donc voilà, ça permet aux jeunes de s'intéresser de lire rapidement un petit peu ce qui s'est passé à cette époque dans l'histoire de France, d'en retenir les grandes lignes les plus essentielles. Hein, bien sûr, on va pas forcément retenir toutes les dates en lisant ce genre de livre, mais on voit le cheminement, la logique des événements. On en retient finalement sûrement beaucoup plus comme ça qu'en apprenant bêtement un cours. Et c'est plus agréable à lire, donc vraiment, genre de livre, je trouve ça vraiment très bien et il est très bien écrit. Ensuite, j'ai lu Girl Boss de Sofia Amoroso, donc ça c'est vraiment le livre que j'ai peut-être le plus aimé ce mois-ci. C'est une de mes plus belles lectures de l'année, une de mes meilleures découvertes. Donc Sofia Amoroso, c'est la dirigeante, PDG, créatrice de Nastigal, qui est un grand univers, un grand... oui, enfin l'univers Nastigal, c'est une grande marque, on va dire, un grand site internet aux États-Unis. Et elle nous raconte son parcours, comment elle a été au départ une ado rebelle, qui n'aimait pas bosser à l'école, qui n'avait pas envie de l'autorité, qui est même partie suivre un groupe de rock, qui a été dans la galère, qui a vraiment vu ce que c'était. Elle en a pas honte quand elle en parle parce qu'elle nous met même des photos d'elle dans ses pires périodes de sa vie, comme ça qu'elle le souligne. Je sais pas si je vais retrouver une photo. Voilà, elle nous met des photos d'elle en situation. Et puis elle va se rendre compte que la galère, non, c'est très peu pour elle, c'est un bien compliqué. Elle tombe sur un mec qui lui fait voler des trucs, et puis pour les revendre sur internet, et puis elle se dit, bah voilà, non, enfin. Donc elle cherche quand même parallèle des vrais boulots, parce qu'elle a quand même envie de bosser, de s'en sortir. Et puis un jour, elle décide de. Alors, elle réfléchit à ce qu'elle a, ce qu'elle peut faire, et puis elle décide de monter une petite boutique eBay pour revendre quelques fringues. Et puis elle rend compte qu'elle y arrive, que ça marche, qu'elle a une image, une identité. Elle joue et elle travaille en même temps, ça fonctionne. Et petit à petit, elle élabore sa marque et elle ne fait plus que ça en fait. Elle s'investit corps et âme dans son projet. Et petit à petit, son projet grossit. Grossit, elle est obligée d'embaucher quelqu'un, de louer un local, jusqu'à devenir cet empire, on va dire, voilà, cet empire qui génère des millions de dollars par an jusqu'à cet empire qu'il est aujourd'hui. Et elle nous raconte un petit peu les clés de sa réussite, comment le fait de compter chaque sou, d'être économe, de ne jamais faire d'emprunt, a été la clé de son succès. Et la plus grande clé qu'elle a, bien sûr, c'est d'avoir cru en elle. Elle nous explique que c'est pas parce que quand on a un projet, il faut pas s'arrêter aux autres qui disent tu n'y arriveras jamais. Il faut leur prouver qu'ils ont tort. Mais il faut pas le faire n'importe comment. Il faut pas dire bon écoute moi demain je monte un commerce, je vais à ma banque, on me fait le prêt et puis voilà. Non, c'est pas comme ça. Elle, c'est pas son idée. Elle, ce qu'elle nous dit, c'est que vous avez un projet, eh ben montez-le, faites un projet béton, que derrière on puisse vous suivre. Investissez-vous corps et âme dans votre projet et vous y arriverez. Et elle est plutôt dans l'idée qu'il faut mieux aller doucement, c'est-à-dire quand on veut créer... bon, certaines fois on n'a pas le choix, on est obligé d'emprunter pour louer un local ou quelque chose, mais plutôt de prendre le projet en amont, de se préparer
financièrement, psychologiquement à la mise en route d'un projet, de pouvoir être son propre chef, de jamais avoir de compte à rendre à personne, et que un projet, un défi en entraînant un autre, en y allant doucement, c'est comme ça qu'elle a réussi. En se disant, bah, au début je vends tant, puis tant, et puis tant, ah il me faut de l'argent pour louer un local, je le mets de côté, une fois que je l'ai, je peux louer mon local, et ainsi de suite. Elle y a été vraiment par étapes, et c'est vraiment ce qu'elle démontre. Et elle est de toute façon, elle y va cash, hein, elle dit les choses clairement, elle les parle des moments les moins reluisants de sa vie, et puis elle donne de vrais bons conseils aux jeunes femmes qui se cherchent, dans le sens où oui, on peut s'en sortir parce qu'on n'a pas été à l'école, mais on peut pas s'en sortir en faisant n'importe quoi. Il faut avoir de la volonté, du travail, et parfois oui, il faut sortir des sentiers battus pour arriver là où on veut arriver. Mais il faut pas le faire n'importe comment. Faut pas le faire en prenant des risques. Faut savoir, son premier moteur, c'est soi-même, c'est sa motivation, c'est ses qualités. Et elle incite chacun à chercher ses qualités et à trouver les bonnes voies pour arriver là où elle veut, où chacun veut arriver. Et au milieu du livre, c'est inséré d'autres témoignages de girl boss. Vous voyez là, si vous allez voir, témoignage d'une girl boss. Donc il y a des girl boss qui travaillent dans son entreprise, et puis d'autres qui sont des amis ou des gens avec qui elle va travailler. Donc elle nous donne aussi des clés, des conseils. Qu'est-ce qui font que elle se considère comme des girl boss. Et cette idée de girl boss, elle insiste beaucoup dessus, c'était son leitmotiv, et aujourd'hui elle a réussi. Et vraiment c'est un livre que vraiment j'ai beaucoup aimé parce qu'il est bourré d'humour, c'est un bon guide, en plus il est un peu illustré à chaque chapitre. Les titres de chapitres sont assez simples, enfin c'est simple, complet. Vous lisez, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour. Elle explique tout son cheminement et elle nous donne envie voilà, je pense que donne envie de réussir. Je pense qu'elle peut aider beaucoup d'adolescents, d'adolescentes ou même de femmes plus âgées, plus mûres, à trouver leur voie et à s'aimer et à se faire confiance, parce que c'est vraiment presque un livre de développement personnel plus qu'un roman, bien sûr. Voilà, donc très très bonne lecture. Si vous n'avez pas compris, j'ai été emballée par ce bouquin. Et je vous le conseille donc. Ensuite, j'ai lu Monsieur Gwyn de Alessandro Barreco, c'est aux éditions Folio. Alors Alessandro Barreco, je l'avais découvert avec les monologues du pianiste, Novecento, monologue d'un pianiste. J'avais beaucoup aimé sa plume, ça il m'avait vraiment beaucoup plu. Donc quand j'ai pu, dès que l'occasion s'est présentée de pouvoir lire ce livre, j'ai pas hésité. Et je ne regrette pas. Alors là par contre, on arrive dans un monde un petit peu dingue, où un auteur très connu décide d'écrire une lettre contenant 52 choses qu'il ne fera plus jamais de sa vie, dont écrire des romans et publier des romans. Forcément, son ami et agent, ça lui pose un petit peu souci. Donc du coup, il se dit non, non, mais moi je ne vais plus écrire de ma vie, c'est fini. Et puis le temps passe, et puis ce qui lui pesait d'être un auteur reconnu, c'était le regard, de ne pas pouvoir faire des choses simples en fait. Dès qu'il sortait dans la rue, on savait qui il était, ça le dérangeait. Donc du coup, de retomber dans cet anonymat lui fait du bien, un bien fou. Et quand il a fini de on va dire, se repaître de cet anonymat, de se pelotonner dedans, et il se rend compte que l'écrire ça lui manque, quoi. Il se retrouve avec un vide à combler dans sa vie. Et il décide que il faudrait peut-être quand même qu'il écrive. Mais alors du coup, il décide de faire autre chose. Il décide d'écrire des portraits. Une idée un petit peu barge. Son agent ne comprend pas. Il décide de louer un studio, enfin un atelier d'artiste. Alors on nous explique tout le cheminement de cette lubie. Comment est-ce qu'il va louer le lieu, comment il va l'imaginer, quel personnage un peu farfelu il va rencontrer, tout ce qu'il va projeter dedans, et on ne sait pas ce qu'il écrit au final, on ne sait pas, on peut avoir une idée, chacun se projettera comme il veut, imaginera ce qu'il veut comme chose écrite, nous on ne sait pas. Et on a tout ce processus créatif un peu dingue qui emmène l'écriture au-delà de sa simple fonction de roman, qui est très intéressante. C'est un livre étonnant, surprenant, on se dit mais on est où? Ce livre m'a semblé faire écho à autre chose que j'ai déjà lu, mais j'arrive pas à me rappeler quoi. Un livre un peu dingue comme ça sur la création.
Mais ouais, c'est vraiment intéressant, ce rapport à l'autre, à l'art, à la démarche. On sent que qu'Alessandro Baricco connaît aussi bien le mécanisme créatif de l'écriture que de la peinture, ce qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le lire, bah, n'hésitez pas, c'est vraiment très original et très intéressant. Ensuite, j'ai lu La nuit de feu d'Eric Emmanuel Schmitt. Alors, ce livre-là, j'arrive pas à en écrire la chronique pour le moment d'ailleurs, parce que c'est un livre qui a quelque chose en fait de très personnel, de très intime. Dans ce livre, il nous raconte comment, lors d'une balade dans le désert qu'il a fait pour du travail il y a des années, il a rencontré ce qu'il pense être Dieu. Alors déjà dans le désert, confronté à d'autres personnes, la question de religion se pose puisque leur chef, enfin leur guide est musulman et va prier tous les jours vers l'est pour... Et à côté de ça, les autres de la troupe trouvent ça normal. Par contre, si dès qu'ils savent que l'une des filles de la troupe est catholique, tout le monde se moque d'elle et ne comprend pas. Là, il y a ce... Oui, parce que ça fait partie du folklore. Donc il y a toute une question, un petit peu une réflexion sur les religions qui est amenée au cours du texte. On voit, il nous raconte un homme il se raconte, hein, il raconte comment il est quand il est parti, comment il était dans quel état d'esprit, et puis petit à petit, son esprit, on va dire, s'ouvre et on sort avec quelque chose de peut-être de transfiguré, de différent, mais en même temps, on ne sait pas vraiment quoi, parce que autant il nous explique avant quel état d'esprit il était, autant après, Guillaume dit il n'y a pas de mots pour dire l'indicible, ni pour dire l'invisible, même s'il a essayé d'écrire par la suite le cercle de l'invisible. Je pense c'est un petit peu comme une préface à tout ce qu'il a écrit avant. C'est du ressenti, c'est du personnel, donc chacun le reçoit, je pense, différemment en fonction de son vécu, de son ressenti. C'est toujours forcément très poétique, c'est toujours très bien trouvé, très simple, les mots sont toujours beaucoup de puissance, hein, avec Emmanuel Schmitt, c'est un homme de théâtre, donc il sait le poids des mots, il sait le poids des phrases, il sait les maîtriser pour donner le maximum d'impact à ce qu'il dit, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est un livre, oui, moi je vois ça un petit peu comme une préface à tout ce qu'il a écrit avant, et franchement, si vous aimez cet auteur, je vous conseille de le lire. Par contre, je pense pas qu'il faille commencer par celui-là. Je pense qu'il est plus intéressant de lire notamment Le Cercle de l'Invisible avant de lire ce livre. Et pour finir, j'ai lu À l'encre bleue de Nadine Thiraud, donc c'est aux éditions de Boré dans leur collection roman. Alors ça, c'est un livre, ça a été mon livre, ouais, peut-être un petit peu doudou. C'est un livre dans lequel on se plonge, mais la couverture fait vieillotte, mais en fait, pas du tout, quoi. On va découvrir Reine Bellefontaine, qui est une jeune femme de 20 ans qui va prendre un poste dans un petit village du Forez, et même pas dans un village, dans un lieu-dit. Il y a une petite école et ça va être sa première expérience d'institutrice. On est dans les années 50, donc on est encore dans l'après-guerre. Donc elle va arriver là-bas, l'école est à moitié en ruine, il va falloir qu'elle essaye de récupérer un peu ses élèves que les parents du coup ont remis travailler à la ferme parce que ça fait des mois qu'ils n'arrivent pas, qu'ils n'ont plus d'institutrice et les deux dernières sont parties à peine au bout de quelques mois. Donc tout le village est là pour essayer de la garder parce qu'ils veulent garder une institutrice dans leur lieu-dit parce que le village est trop loin. Et donc Reine, elle va arriver là, elle a un petit peu, elle a toute sa fougue et sa jeunesse. C'est une citadine qui arrive dans un monde rural et elle va réussir à faire sa place. Elle va essayer, au début, elle va se confronter un petit peu à un mur. Elle n'a pas d'expérience d'enseignement, donc elle décide de tenter des choses, d'intéresser ses élèves. Elle se rend compte que c'est des élèves qui vivent au grand air, donc elle va trouver d'autres méthodes pour les intéresser que juste assis les fesses sur un banc toute une journée. Elle va petit à petit s'imposer dans le village, devenir une personnalité importante, parce qu'elle est instruite, parce qu'elle a des idées, parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est toujours là pour donner un coup de main. L'école va finir par s'écrouler alors qu'elle est dedans, il va falloir trouver une solution. L'inspecteur d'académie va être bien embêté, elle va se battre, finalement ils vont finir dans une ferme où elle va être accueillie. Elle va décider de passer son permis de conduire. Alors, une femme à l'époque qui passe son permis de conduire, il n'y en a pas des masses, surtout à la campagne. Donc, il y a tout plein d'humour, il y a beaucoup de bons sentiments en même temps, mais sans en faire trop. C'est léger, c'est frais. Et on rencontre vraiment le destin d'une femme qui a changé, qui a emmené la modernité
dans certains villages de campagne, quoi. Et aujourd'hui, le Forez encore, c'est assez hostile. Les gens qui y vivent, ils vivent encore au rythme des saisons. Et c'est vrai que on voit vraiment que ce genre de personnage a pu changer le monde là-bas. C'est vraiment une très belle lecture. Franchement, je vous le conseille. N'hésitez pas à l'offrir à Noël, peut-être à vos grands-parents qui ont sûrement dû connaître l'école de ce style. C'est vraiment... ah non, j'ai passé un excellent moment. C'est un livre que je prendrais, je pense, plaisir à relire. C'est vraiment léger, plein d'humour et franchement, j'aurais aimé avoir une école comme ceci. Voilà, donc, et c'est tiré d'une histoire vraie en plus. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que ce sont les premiers pas de cette institutrice qui va faire beaucoup pour l'enseignement par la suite. Bon, elle n'est pas très connue, mais dans la région, elle a quand même joué un rôle. Voilà, donc ça c'était toutes mes lectures du mois de septembre. Donc dites-moi s'il y en a qui vous avez déjà lu, il y en a qui vous tentent, s'il y en a certaines qui sont dans votre palle. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une de belles lectures. Ciao!